le problème pour les pays du Sud, les agricultures du Sud, c'est d'avoir un marché, d'avoir du foncier, afin d'avoir accès aux ressources et accès au marché. Et bien sûr, d'avoir des techniques et un certain nombre d'intrants. Et ça, à la limite, on peut le trouver si l'activité se rentabilise. Bon. Si on a des clients. Si on a des clients à des prix normaux, on peut rentrer dans un jeu de production, d'augmentation de la productivité, de compétitivité, etc. Voilà, on peut investir et innover. Le problème, c'est qu'en fait, les agricultures du Sud sont de plus en plus en compétition parce qu'il y a une ouverture des marchés. C'est la tendance aujourd'hui, la mondialisation. Donc c'est d'abord l'intégration des marchés, c'est-à-dire c'est pas seulement un problème de commerce, c'est un problème d'intégration des marchés. C'est-à-dire que on met tout le monde sur le même ring, hein, et comme c'est compétitif parce que il faut être capable de garder son foncier, et si possible de l'accroître, être capable de garder ses marchés, si possible de les accroître. Et dans cette compétition, il y a des compétiteurs forts et faibles. Et donc ces mécanismes de marché, que ce soit sur le foncier, que ce soit sur le marché des produits, en fait fonctionnent comme des mécanismes de concentration. Voilà. Et puis, puisque tout le monde ne peut pas grandir en même temps, on est sur des ressources limitées, des marchés limités, de marginalisation et d'éviction. Et donc, ces processus d'éviction, appelons-les comme ça, ils opèrent pour effectivement réduire la population agricole. Alors, pourquoi est-ce que c'est grave ? C'est ce qu'on a fait nous. C'est ce qu'on a fait nous, c'est ce que nous disent les gens, mais ils disent c'est l'Europe, et puis de là ils disent c'est l'histoire, c'est-à-dire que c'est l'histoire du développement, l'histoire de l'économie, c'est de transférer de la main-d'œuvre du secteur agricole, qui était au départ avec les premiers hommes des forêts à 100%, ils faisaient que ça, et puis ça s'est un peu diminué, mais disons qu'encore en France, par exemple, vers la fin du 19e, enfin disons vers les 1870 par là, il y avait encore du 60% d'agriculteurs, c'est-à-dire de gens qui vivaient de la production agricole. Et puis effectivement, ça s'est réduit. Donc voilà, aujourd'hui à 3%, voilà, donc ça s'est réduit à 3%. Alors on nous dit, voilà, ça c'est comme ça, c'est un mauvais moment à passer, voilà. Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, toutes les conditions qui ont permis ce transfert ont disparu. C'est-à-dire, premièrement, ça s'est fait sur 120 ans. Hein. Disons que ça s'est fait entre 1860 et 1980, 90, etc. Bon. Donc c'est déjà plus long. Là, si ces mécanismes roulent à fond et qu'il n'y a plus de frontières et que tout est intégré, ça peut aller beaucoup plus vite. Bon, ça peut aller beaucoup plus vite que l'exode même qui est fort, hein, qui s'est produit ces dernières décennies. Deuxièmement, à l'époque, pendant cette période, surtout fin 19e, début 20e, il y a eu près de 60 millions d'Européens qui sont partis vers le Nouveau Monde, qui était aussi des nouvelles terres, 60 millions. Il y a eu par ailleurs 2 guerres mondiales qui ont tué beaucoup de paysans, donc c'est pas quelque chose qu'il faut célébrer, mais c'est simplement un fait, et ça a changé le profil démographique des campagnes. Bon, ensuite, en Europe, il y a eu une transition démographique, ce qu'on appelle une transition démographique, c'est-à-dire que la balance mortalité-natalité a baissé progressivement, et aujourd'hui, on a des taux de croissance démographique qui sont relativement faibles et qui le sont depuis déjà un bout de temps. Alors qu'en Afrique, en Inde, dans des pays encore à 60% paysans, on est autour de 2, 2,5, 3% de croix démographique. Les femmes au Niger, je crois, ont quelque chose comme entre 6 et 7 enfants en moyenne, voilà, chacune. Et puis, il y a des phénomènes. Alors, il y a eu au contraire des choses positives, c'est-à-dire des croissances qui ont créé de l'emploi, dans certaines périodes, bien sûr pendant les 30 Glorieuses. Où... Alors, on perdait son emploi agricole, mais on trouvait. Voilà, donc on perdait de l'emploi agricole, mais se créait dans l'industrie, dans les services de l'emploi.
Et en fait, le chômage structurel en France, il est arrivé dans les années 70, fin 70. Voilà, après, l'essentiel de cette transition était fait. Après, il y a encore d'autres éléments. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, un élément qui est très important, c'est qu'il y avait des politiques sociales. C'est-à-dire qu'il y avait, on a mis en place une retraite agricole, des indemnités viagères de départ, de la formation professionnelle, enfin toute une série de politiques publiques qui permettaient soit de retirer vers la retraite, soit d'aider le transfert vers des boulots professionnalisés de l'autre côté, quoi, du marché du travail. Même la sécurité sociale, d'une certaine manière, ça donne à quelqu'un qui est déjà un peu vieillissant, une sécurité. Il n'a pas besoin d'avoir un revenu de son travail, même s'il a une petite retraite, il a la sécurité sociale, ça lui permet de se pousser légèrement de son activité de paysan. Bien des choses, par exemple l'école de la République qui était importante, c'est-à-dire que les générations de paysans, les jeunes, ont pu sortir du milieu agricole, être instituteurs, être cadres, salariés, voilà. Et donc c'était une sortie positive, c'est-à-dire que c'était les générations progressivement qui quittaient et qui allaient s'embaucher dans d'autres secteurs. Et quand on regarde aujourd'hui les conditions dans lesquelles devrait se faire cette transition, ben, elles ne sont pas là. Il y en a peut-être d'autres, mais celles-là ne sont pas là, quoi. Donc le modèle européen ne vaut pas. On ne crée plus les emplois qu'il faut en masse. Les politiques publiques sont déficientes. On n'imagine pas un pays du Sud, surtout si c'est un pays ultra pauvre, qui peut mettre à la retraite les gens, les accompagner dans la formation professionnelle, etc. Bon, l'école, ça vaut ce que ça vaut. Enfin, on peut les prendre. L'immigration, c'est pas l'envie qui manque, hein, mais c'est quand même quelque chose qui devient de plus en plus difficile. Même si quoi qu'on fasse dans le Nord, ça viendra, mais c'est quand même très très difficile, etc. Donc on prend les points les uns après les autres et on s'aperçoit qu'on n'est plus dans ce monde-là. Que les gens sont éjectés, exclus et ne peuvent pas se réinsérer derrière. Donc ils restent stockés sur... qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vers des villes qui sont super encombrées, donc des périphéries minables, et ils vont vers un marché du travail qui est mondialisé, et qui existe informellement. Les gens aspirent à retrouver. Donc le marché du travail, il existe toujours, mais il est totalement... Les flux entrants et les flux sortants sont complètement déséquilibrés. Donc on crée une espèce d'immense trappe à pauvreté il y a déjà aujourd'hui 1 milliard et demi de personnes qui sont en situation d'exclusion. Et donc ce qui arrive par le croît démographique, on nous annonce 9 milliards de personnes, on est 6,7 milliards aujourd'hui, ça veut dire 2 milliards 300 millions de personnes nouvelles qu'il va falloir en plus, je veux dire, qu'il va falloir mettre au travail et qu'il faudrait mettre au travail. Il y en a déjà donc aujourd'hui 1,5 milliard, voilà. Et puis si en plus il y a 2,5 milliards de paysans qui arrivent parce qu'on passe de 40 à 3% monde rural, pas en monde rural, dans l'agriculture, c'est 2,5 milliards, donc on arrive à un total de 6 milliards de personnes qu'il faut faire travailler ou qui doivent se créer des activités économiques. Bon. Il y a un ratio qu'on appelle le ratio de dépendance, c'est-à-dire le ratio entre inactif et actif. Hein, on en a pas mal parlé chez nous à cause des retraites. Là. Bon, ça tourne entre 0,5 et 1,2, c'est-à-dire il y a en Asie par exemple, il y a 2 fois plus d'actifs qu'inactifs, ça dépend de la pyramide des âges. Hein, et en Afrique, par exemple au Niger, c'est 1,2. 1,2 parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Voilà. Et donc il y a plus d'inactifs que d'actifs. Chez nous, il y a beaucoup plus de vieux que d'enfants. On est aussi dans des taux, je ne sais plus exactement le taux, mais c'est de l'ordre de... Ça doit tourner autour un peu en dessous de 1, quoi. Et donc ça voudrait dire que si on voulait mettre les actifs au travail, alors qu'il y en a 6 milliards, ça veut dire qu'il faudrait créer 3 milliards d'emplois. Admettons même que dans une vision un peu réac, on dise bon bah un emploi par famille ça irait, on pense aux hommes bien sûr, donc un emploi pour 4 personnes,
donc une famille de moins de 2 enfants avec un bout de vieux en plus, de plus de 65 ans, ça fait quand même 1,5 milliard, 1 pour 4. Bon, c'est simplement impossible, quoi. Il n'y a pas de période historique où on a fait ça, et on voit très bien que par ailleurs, on stocke déjà une quantité de gens qui veulent se réinsérer, qui n'y arrivent pas. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que la situation, si on ne fait rien, elle est extrêmement dangereuse, parce que avoir 6 milliards, c'est-à-dire si c'est ça, bon, j'exagère un peu évidemment, mais ça ferait les 2 tiers de l'humanité qui serait en situation d'inactivité, pauvreté, alors soit inactifs parce qu'ils sont très jeunes ou parce qu'ils sont très vieux, bon, mais aussi de situation entre guillemets de chômage. C'est simplement impossible, quoi. Donc c'est des drames familiaux, parce que ces évictions se font par la pauvreté, hein, c'est pas... Et donc c'est toujours évidemment une situation extrêmement difficile. Et puis c'est historiquement et globalement pour la société et l'humanité quelque chose d'insupportable, parce que c'est les gens avant de mourir, ils font du dégât quand même quand ils sont dans des situations difficiles comme ça de précarité. C'est des problèmes. Enfin, je veux dire, il y a des modèles de transition. Il n'y a pas que celui dont on a parlé. Il y a celui de la fin du Moyen Âge, où entre 1350 et 1450, la population européenne a perdu, selon les pays, entre la moitié et les 2 tiers de sa population. Hein. Parce qu'il y a eu la guerre de 100 ans, parce qu'il y a eu la peste noire, parce qu'il y a eu les grandes famines, etc. Et tout ça ensemble, c'est entre la moitié et les 2 tiers de la population qui a disparu. Est-ce qu'on va agir sur la démographie? Ben, ce serait souhaitable, hein, je veux dire, c'est un sujet tabou, mais c'est clair que dans un pays comme le Niger, où il y a 6 ou 7 enfants par femme en moyenne, alors qu'il n'y a pas de potentiel, on voit très bien, bon, c'est pas possible. Mais bon, les exclus qui sont déjà là, ben, il faut créer de l'emploi, c'est la seule solution. Et par contre, ceux qui sont dans l'agriculture et qui seraient susceptibles d'arriver, disons d'ici 2050, quoi, pour prendre encore une marge assez large, bah ceux-là, si on peut freiner, c'est nécessaire. Donc pour moi, aujourd'hui, le grand indicateur de l'état du monde, c'est le marché du travail. Plus que le marché financier, plus que... Bon, parce que c'est là, finalement, où cette évolution, les évolutions sont possibles, sont rendues possibles, où on est dans une situation de blocage. C'est là où on est face à des problèmes justement de paupérisation extrême, etc. C'est-à-dire qu'on dit, l'objectif c'est que tout le monde puisse avoir un travail décent, mais si on a des masses de population qui n'ont pas de boulot, alors en plus, et qui migrent, voilà, en plus, ce problème des évictions paysannes fait que ces familles, ces personnes sont prêtes à travailler dans n'importe quelle condition de droit et de rémunération, et c'est pas des problèmes de réglementation, de principes de voter au BIT, etc., qui changeront l'affaire. C'est-à-dire que les syndicats de salariés, le BIT, ceux qui sont de l'autre côté du marché du travail que l'agriculture, il faut qu'ils voient ça de près, parce que ça tue le marché du travail. Et ça tue l'idée de travail décent, qui est quand même leur grande revendication. Et donc, je veux dire qu'on doit rapprocher ces mondes. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une alliance entre ces personnes qui défendent le travail décent, à juste titre, et ceux qui défendent une agriculture qui gère sa force de travail décemment, voilà, et qui lui permet d'abord de ne pas partir et de vivre à peu près décemment de son travail. Il nous faut une agriculture à haute valeur sociale, au même titre qu'il faut une agriculture productive, parce qu'il faut nourrir la planète, l'humanité, et il faut une agriculture qui gère ses ressources, ses facteurs de production, donc les ressources naturelles, l'environnement, le climat, le CO2, etc. Et donc il nous faut une agriculture productive à haute valeur sociale, à haute valeur écologique, les trois à la fois. Alors, ça paraît évident comme ça, mais en fait, c'est pas dans la conscience aujourd'hui, ni dans les analyses.
on sait que l'agriculture doit produire et on agite la question de la faim, qui est d'ailleurs peu une question agricole, comme je disais tout à l'heure. Bon, une question très importante, mais elle est peu agricole, oui. S'il y avait solvabilité chez le milliard de personnes qui ont faim, il n'y aurait plus de problème. L'agriculture, si on disait tout de suite il y a 1 milliard de consommateurs qui vont passer d'une consommation archi-minimale à quelque chose de supérieur, bon, il y aurait l'offre ne va pas s'adapter, parce que déjà il faut une règle immédiatement, mais ça va suivre. Voilà, quand les Américains ont lancé l'histoire du bioéthanol, bon, alors ça n'a pas été 100 millions de tonnes d'un coup, ça a été sur quelques années. Bon, alors ça a provoqué, certainement ça a été un facteur qui a provoqué une montée des prix, parce que bon, c'est des demandes assez fortes, surtout sur le maïs, mais on voit que les récoltes de maïs mondiales aujourd'hui sont très hautes, et que finalement la demande étant créée, l'offre va suivre. L'environnement, ça commence à rentrer, même si on peut encore en parler amplement. Par contre, la question sociale, on n'en parle pas. On n'en parle pas parce qu'au fond, dans le monde de l'agriculture, on se dit, nous, on veut... c'est comme ça qu'on construit la modernisation, des exploitations plus grandes, plus compétitives, etc. On ne peut pas échapper. Et puis, les syndicats sont aux mains de ceux qui sont dans cette logique-là. Et puis, on dit, c'est ça, la modernisation, etc. Et puis, ils disent, si on les pousse, ah bah, ils n'ont qu'à créer des emplois ailleurs, comme ça a été fait, c'est ça l'histoire. Et puis, donc ça ne peut pas sortir de l'agriculture. Donc ça peut sortir que d'une espèce d'interpellation des autres, qui sont dans d'autres secteurs économiques, qui vont dire, bon, à ceux qui négocient les accords internationaux, à ceux qui font les politiques agricoles et publiques, ou aux agriculteurs, écoutez, il faut, on ne peut pas absorber 30, 40, 50 millions de personnes, enfants, j'entends, femmes et hommes ensemble, hein, dans ces 50 millions de personnes par an. C'est pas possible, on ne peut pas créer les emplois correspondants. Et ça, ce facteur-là va déstabiliser, va déstructurer le marché du travail. Ben oui, c'est bien clair, c'est bien clair. C'est bien clair. Alors tout le monde n'est pas vraiment perdant parce qu'il y a des gens qui ont intérêt à avoir un marché du travail complètement écrasé, quoi. Parce que c'est une des causes de la délocalisation. Si le marché du travail se fermait, c'est-à-dire qu'on ait des flux à peu près équivalents, etc., à peu près partout dans le monde, c'est sûr que les salaires monteraient, les droits seraient respectés et qu'on retrouverait une compétitivité qui est pas faite sur le socialement dégradé, quoi, qui serait faite sur des éléments positifs, voilà. Mais sinon, ben voilà. Et quand j'en parlais avec des syndicats, ils me disent, pour convaincre les Français, c'est très simple, il faut parler des délocalisations et de la perte d'emploi chez nous. Hein, c'est vrai qu'il y a une des raisons des migrations, c'est quand même ce marché du travail très dégradé.